l'évolution de la psychologie féminine, du mythe à la neuroscience. Allez, on plonge directement dans ce décryptage fascinant. On va déconstruire tout ça, grâce à l'histoire et à la science, pour vraiment comprendre ce qui façonne l'esprit humain au-delà des clichés. Existe-t-il véritablement une psychologie féminine distincte, ou est-ce un pur produit de l'histoire et de la société? C'est la grande question qui a divisé le monde scientifique pendant des décennies. Est-ce que c'est inné, gravé dans notre biologie, ou bien est-ce le résultat d'un conditionnement massif qui s'opère dès la naissance? Pour comprendre cette mécanique, on va confronter les vieux textes historiques aux données neuroscientifiques modernes. Ça va nous permettre de voir comment ces deux forces s'entrechoquent. Impossible d'aborder ce sujet sans croiser la figure de Sigmund Freud. Après 30 ans de recherche acharnée, sa conclusion tient dans un aveu d'impuissance assez dingue. Que veut une femme? À l'époque, la psychanalyse voyait l'esprit féminin comme une énigme totale. Et le pire, c'est que cette psychologie était définie par défaut, comme une métaphore du manque. Comme s'il manquait fondamentalement quelque chose par rapport au standard masculin. Et là, la psychanalyste Karen Horney entre en scène et renverse complètement la table. Elle balaye direct cette idée d'un déficit biologique féminin. Pour elle, la dynamique est même inversée. La dévaluation historique des femmes viendrait en fait d'une profonde envie de la maternité chez les hommes. En clair, les complexes psychologiques observés ne seraient absolument pas innés, mais le résultat direct d'un immense déséquilibre de pouvoir dans la société. Une vraie révolution de pensée. Forcément, ça a provoqué un vrai séisme académique. Des chercheuses pionnières, comme Naomi Weinstein ou Stephanie Shields, ont ensuite prouvé un truc stupéfiant. La psychologie de l'époque manipulait littéralement ses propres données. Oui, la logique scientifique était tordue pour valider des préjugés sexistes préexistants. C'est un moment de révélation crucial car ça montre bien que la science n'était pas immunisée contre les biais, préférant justifier l'inégalité plutôt que de l'étudier objectivement. Section 1. Neuromythes et cerveau, séparer la biologie du conditionnement social. Si l'on regarde la biologie pure, avec les données récentes du CNRS par exemple, on remarque d'un côté de vraies nuances physiques en moyenne, un pourcentage de matière grise un peu plus élevé ou une asymétrie cérébrale différente pour les tâches verbales. Mais attention, de l'autre côté de la balance, l'impact de l'environnement est absolument colossal. Les activités proposées dès la petite enfance et les immenses pressions culturelles modèlent physiquement nos réseaux neuronaux. Le cerveau a une neuroplasticité remarquable, il s'adapte littéralement à ce que la société attend de lui. Et ça nous amène à un concept super puissant, la menace du stéréotype. Imaginons une salle d'examen pour un test de maths hyper complexe. Si la culture ambiante martèle qu'un groupe spécifique y est naturellement moins bon, la simple anxiété inconsciente de confirmer ce cliché fait chuter les résultats en temps réel. C'est fou, non? C'est la preuve irréfutable que nos croyances sociales ont le pouvoir de dicter nos performances cognitives, dépassant souvent largement la simple biologie. Section 2. Estime de soi et pression sociale. L'intériorisation des attentes. Alors, comment toutes ces pressions sociétales s'infiltrent-elles dans notre esprit au quotidien? Eh bien, le champ de bataille principal, c'est l'estime de soi. Pour bien comprendre, il faut séparer deux mécanismes. D'un côté, l'estime de soi explicite, c'est notre réponse consciente, le masque social qu'on porte. De l'autre, l'estime de soi implicite, l'évaluation automatique, viscérale et inconsciente de notre propre valeur. Et très souvent, la façade consciente cache une réalité bien différente, terrifiée à l'idée de ne pas être à la hauteur. Quand on étudie des vulnérabilités sévères comme les troubles des conduites alimentaires, on découvre un schéma psychologique vraiment profond et tragique. Les recherches montrent que les patientes souffrent d'une estime de soi dite convergente vers le bas. Ça veut dire que le bouclier conscient a totalement cédé. La dévalorisation détruit à la fois la perception réfléchie et les réflexes inconscients. C'est le marqueur d'une vulnérabilité extrême face à la tyrannie de l'image corporelle et des attentes extérieures. Section 3. Vulnérabilité en matière de santé mentale. L'impact cumulatif des facteurs psychosociaux. Les chiffres mondiaux sont sans appel. Les femmes souffrent de manière disproportionnée de conditions comme la dépression et l'anxiété. Mais attention, ce n'est pas du tout une faiblesse innée. C'est plutôt l'accumulation d'une vie entière de facteurs de stress. Ça commence souvent dès l'adolescence, avec l'obsession de l'image. Ensuite, à l'âge adulte, la charge mentale, la monoparentalité ou le harcèlement au travail prennent le relais. Et enfin, la vieillesse amène souvent un grand isolement social. Bref, une véritable course d'obstacles ininterrompue. Et puis, il y a cette statistique mondiale qui fait l'effet d'un véritable électrochoc. Entre 15 et 71%, c'est la proportion énorme de femmes, selon les régions du monde, qui subiront des violences interpersonnelles, physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Ce n'est pas qu'un fait de société, c'est un facteur épidémiologique majeur. C'est le moteur numéro 1 du stress post-traumatique à l'échelle de la planète. Mais heureusement, l'analyse ne s'arrête pas là. Le rempart le plus puissant identifié par les chercheurs, c'est l'éducation.
L'instruction formelle agit comme un bouclier colossal. Elle donne les outils cognitifs, l'indépendance sociale et les moyens financiers pour rejeter les dynamiques abusives. L'accès au savoir permet de limiter drastiquement les risques, de briser les cycles de violence et de transformer complètement, pour le mieux, notre trajectoire de santé mentale. Section 4. Le leadership transformationnel féminin, remodeler l'organisation moderne. Alors, comment tout ce bagage psychologique et social est-il transformé en force aujourd'hui? Des études récentes sur des organisations publiques révèlent une révolution culturelle fascinante. D'un côté, l'ancien monde, le leadership transactionnel basé sur la récompense, la punition et une hiérarchie très stricte. De l'autre, le modèle transformationnel, très souvent apporté par des dirigeantes. C'est une approche novatrice qui bouleverse totalement les vieilles règles du management. Ce nouveau modèle s'appuie sur une mécanique complètement différente. L'empathie, la communication ouverte et la délégation ne sont plus du tout vues comme des faiblesses, mais comme de véritables leviers de puissance. En remplaçant la contrainte par la coopération horizontale, l'idée n'est pas juste d'être sympa. Non, cette méthode génère une agilité remarquable, une innovation constante et une efficacité redoutable, entièrement portée par l'intelligence collective. Le changement est tel que des revues académiques ultra prestigieuses, comme le journal ISMI, documentent désormais rigoureusement cette valeur ajoutée. Ces pratiques, qu'on regardait autrefois avec un certain mépris, comme de simples atouts relationnels, sont aujourd'hui reconnues comme le noyau dur de la modernisation stratégique. Elles sont devenues vitales pour assurer la performance et le bien-être dans notre monde économique de plus en plus complexe. Pour clore ce décryptage, de l'ombre des théories de Freud jusqu'à la lumière du leadership moderne, une question provocante s'impose. À mesure que la société évolue à vitesse grand V et que les rôles se redéfinissent, est-ce que ces différences psychologiques perçues entre les genres vont finir par fusionner totalement? Ou bien, la science va-t-elle simplement nous permettre de célébrer avec beaucoup plus de justesse la complexité infinie de chaque esprit humain? C'est une réflexion passionnante qui mérite vraiment qu'on la prolonge.